2000 personnes ont regardé mon père monter sur la scène de ma remise de diplôme. J'étais à 3 pas du doyen, mon diplôme déjà en main. Il s'est interposé entre nous avant même que la poignée de main n'ait lieu. Puis il s'est penché vers le microphone du doyen. Elle ne mérite pas ça. Fort, calme, certain de lui. Ma mère filmait depuis le 3e rang, le sourire aux lèvres. Pendant 11 ans, ils avaient répété à toute cette ville que j'étais la ratée, l'erreur. Celle qui avait échoué. Maintenant, ils allaient le proclamer devant 2000 témoins. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fui. J'ai laissé ces mots résonner dans cette salle, parce que mon père avait oublié une chose. Il ne savait pas qui était assise 4 rangs derrière lui, et elle était déjà debout. Je m'appelle Anouin. J'ai 31 ans. Et je veux vous ramener avant ce micro, avant cette scène. Au matin où j'ai posé 2 objets sur mon lit et les ai contemplés longuement. Une broche blanche d'infirmière et une toche de diplômé que j'avais payée moi-même. Ce matin-là, l'appartement était silencieux comme seuls les petits matins savent l'être. 6h15. Le café refroidissait sur le comptoir parce que j'oubliais sans cesse de le boire. J'avais repassé la toche 2 fois. Je ne repasse jamais, mais ce jour-là. Je l'ai fait 2 fois parce que mes mains avaient besoin de s'occuper pendant que le reste de mon être se préparait à affronter tous les regards. J'ai posé 2 billets sur la table de la cuisine. Place réservée, section C, rang 3, sièges 9 et 10. Je les avais demandés des semaines auparavant. J'avais dit tout bas à la coordinatrice, j'en ai besoin de 2 côte à côte pour mes parents. Elle m'avait souri comme s'il s'agissait de la demande la plus ordinaire au monde, et elle l'était. Pour la plupart des gens, elle l'est. J'ai regardé ces 2 billets un moment. Puis je les ai quand même glissés dans mon sac. Ma meilleure amie, Nora, a appelé à 7 heures. Nora Callahan, 30 ans, mère célibataire, infirmière de nuit. Ce qui se rapproche le plus d'une sœur pour moi. Elle n'a pas demandé si j'étais nerveuse. Elle m'a demandé si j'avais mangé. Quand j'ai répondu non. Elle m'a dit qu'elle m'apportait un sandwich pour le petit déjeuner et qu'elle ne tolérerait aucun refus. Je suis resté debout dans ma cuisine, le téléphone à la main. À serrer les lèvres pour que ma voix ne tremble pas, parce que Nora serait là. Nora avait toujours été là. Et ce matin-là, j'ignorais encore si mes parents viendraient. Laissez-moi vous raconter qui j'étais pour que la suite prenne tout son sens. Pendant 7 ans. J'ai travaillé comme aide-soignante au Halsted Memorial. Dans une petite ville du centre de l'Ohio où l'oncle de tout le monde connaît le patron de tout le monde. Une aide-soignante. La personne qui vous tourne toutes les 2 heures pour vous éviter les escarres. La personne qui vous lave quand vous ne pouvez plus le faire vous-même. La personne que les familles oublient à la seconde où le médecin entre dans la pièce. J'ai vidé des bassins. J'ai tenu des mains à 3 heures du matin. J'ai appris chaque couloir, chaque moniteur, chaque code d'urgence. Et tout ce temps, je me répétais que je reprendrais mes études un jour. Quand il y aurait de l'argent, quand il y aurait du temps, quand je cesserais d'être fatigué. Il n'y a jamais d'argent. Il n'y a jamais de temps. On ne cesse jamais d'être fatigué. Alors finalement, je me suis simplement lancé. En 2023, à 28 ans. Je me suis inscrite au programme accéléré de baccalauréat en sciences infirmières de l'université d'État de Halsted, tout en continuant à travailler à plein temps de nuit. 3 années de ma vie condensées en un épuisement continu. Étage 19 jours avant cette scène de remise de diplôme. La directrice du programme m'a appelé dans son bureau pour m'annoncer que j'avais terminé première de ma promotion, avec les meilleures évaluations cliniques jamais enregistrées chez eux. Elle m'a demandé si j'accepterais de prononcer le discours des étudiants lors de la cérémonie. J'ai dit oui avant d'avoir le temps de me dégonfler. C'était cela que mon père allait monter sur scène pour contester, le fait que j'ai fini première. Le fait que quiconque m'ait choisi pour quoi que ce soit. Mais j'anticipe. D'abord, vous devez comprendre ce que signifiaient les mots « tu ne mérites pas ça » dans ma famille. Car ce n'étaient pas des paroles nouvelles pour moi.
Mon père les répétait depuis toujours. Wade Owens dirigeait une entreprise de chauffage et de climatisation depuis un garage à la sortie de la ville. Des fournaises, des conduits d'aération. Le labeur honnête aux mains glacées d'un homme convaincu que la sueur est la seule monnaie valable. Il en était fier, et il avait le droit de l'être. Il avait bâti cela à partir de rien. Mais quelque part en chemin. J'ai bâti cela à partir de rien, a tourné au vinaigre pour devenir, personne n'obtient rien. Pour lequel il n'a pas saigné. Et dans son grand livre de comptes, mon genre de travail n'a jamais compté. Étudier ne signifiait pas saigner. Réviser ne signifiait pas suer. Une fille qui voulait un diplôme était une fille qui prenait de grands airs. Regardant de haut l'homme qui avait payé pour ses chaussures. Ma mère, Cheryl, approuvait tout ce qu'il disait. De la même manière que l'eau épouse la forme d'un verre. Et puis il y avait Travis, mon frère cadet. 3 ans de moins que moi et 3 kilomètres d'avance à leurs yeux depuis toujours. Travis a repris l'entreprise familiale à 22 ans. Et pour mes parents, cela faisait de lui le fils modèle. Il était resté. Il perpétuait le nom. Il travaillait de ses mains. Tout ce que je n'étais pas. Je veux que vous reteniez une phrase, car vous l'entendrez à nouveau. La phrase fétiche de mon père. Il l'a lancée au dîner, à Noël, par-dessus le capot d'une camionnette. Dès que je voulais quelque chose qui ne venait pas de sa main, tu ne mérites pas ça. Il l'a dit quand un voisin m'a donné un vélo pour l'avoir aidé à désherber son jardin. Il l'a dit quand j'ai reçu une offre de bourse à 18 ans. Il l'a dit le jour où je lui ai annoncé, à 22 ans, que j'avais été accepté dans un programme de soins infirmiers pour la première fois. Remarquez une chose, il ne l'a jamais dite à Travis. Pas une seule fois. Laissez-moi vous donner 2 images pour que le favoritisme ne soit pas qu'un mot creux. Travis a eu 18 ans l'été de mes 21 ans. Mes parents lui ont acheté une camionnette. Pas neuve, mais solide. Un véhicule de travail. Un avenir. Un acompte sur le fils qui porterait le nom de famille. Ils y ont mis un nœud dans l'allée. Il y a des photos. Ma mère pleurait sur l'une d'elles, la main sur la bouche. De cette façon dont on pleure quand on voit l'avenir prendre la bonne direction. L'été de mes 18 ans, 3 ans plus tôt. Je leur avais annoncé que j'avais été admise dans un programme avec une bourse partielle. Mon père a demandé qui allait payer le reste. Quand j'ai dit que je travaillerais, il a hoché la tête et a dit. Alors ce n'est pas vraiment une bourse, n'est-ce pas, puis il est retourné à son journal. Ce fut toute la conversation. Pas de nœud, pas d'aller. Aucune photo n'existe de qui que ce soit pleurant sur quoi que ce soit que j'ai fait. À moins de compter les larmes que j'ai versées seul. 2e image. Le printemps dernier, au milieu de mon cursus. Travis s'est fiancé et mes parents ont organisé un dîner à la maison pour les 2 familles. J'étais invité. Je suis venu directement après un quart de 12 heures, encore en tenue d'hôpital. Parce que je n'avais pas eu le temps de me changer et que je ne voulais pas être en retard. Quand je suis entré, ma mère a regardé ma blouse, puis les futurs beaux-parents. Et a dit d'un ton enjoué, en ouin, « Ma chérie, pourrais-tu m'aider dans la cuisine ?» Et pendant les 2 heures suivantes, j'ai dressé des assiettes et débarrassé la table pendant qu'on portait des toasts à mon frère dans la pièce voisine. À un moment donné, la mère de sa fiancée m'a trouvé près de l'évier et m'a dit gentiment. C'est tellement gentil de la part de la famille d'avoir engagé du personnel pour ce soir. Elle pensait que je faisais partie du service de traiteur. Ma mère, debout juste à côté, ne l'a pas corrigé. Comprenez bien que je n'ai pas été blessé par le malentendu. J'ai été blessé du fait que, dans la propre maison de ma famille, être prise pour la domestique était une erreur facile et naturelle à commettre. Parce que c'était précisément ce que j'étais pour eux. Celle qui aide. Celle qui reste dans la cuisine pendant qu'on célèbre l'avenir dans l'autre pièce. Travis était le fils. J'étais la paire de mains de secours. C'était l'arrangement de toute ma vie. Si silencieux et si total qu'il m'a fallu près de 30 ans pour comprendre qu'il s'agissait d'une décision prise par quelqu'un,
et non pas d'une fatalité dans laquelle j'étais né. 4 jours avant la remise des diplômes, ma mère m'a appelé. J'ai failli ne pas décrocher. Mais je l'ai fait parce que je suis le genre de personne qui répond toujours. Ce qui est en soi un diagnostic. Alors, ce truc de remise des diplômes, a-t-elle dit. Travis a un chantier ce matin-là. Une grosse installation. Il ne peut pas tout laisser tomber comme ça. Je n'ai pas demandé à Travis de venir. Ai-je répondu. Un silence. Ton père dit que tu vas faire un discours. Je prononce le discours des étudiants. Oui. Autre silence, plus long. J'entendais la télévision derrière elle. Les rires enregistrés bien spécifiques d'une émission qu'elle ne regardait même pas. N'en fais pas tout un plat. En ouin. A-t-elle lâché. Ne va pas te ridiculiser là-haut. Puis elle a raccroché. Et je suis resté planté dans ma cuisine, le téléphone encore chaud contre l'oreille. Et j'ai compris une chose que je refusais de voir jusqu'alors. Il ne venait pas pour fêter l'événement, mais pour surveiller. Si vous ressentez déjà ce pincement familier dans la poitrine. Celui qui vient du fait d'avoir été l'enfant qui n'était jamais tout à fait assez bien. Faites-moi une petite faveur. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner afin qu'elle puisse toucher d'autres personnes qui connaissent exactement ce sentiment. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument chacun d'entre eux. Maintenant, laissez-moi vous ramener 11 ans en arrière. La première fois qu'ils m'ont retiré le sol sous les pieds. J'avais 19 ans la première fois que j'ai été admise en école d'infirmière. C'était un programme plus modeste, dans un collège communautaire à 2 villes de là. Et j'y étais entré par mes propres moyens. Mes notes, ma dissertation, une bourse partielle pour étudiants de première génération. Je me souviens de la lettre d'admission, une enveloppe fine. J'avais entendu dire que les enveloppes fines annonçaient de mauvaises nouvelles. Celle-ci n'en était pas une. Je l'ai lue 4 fois, debout près de la boîte aux lettres sous la neige. J'ai tenu un semestre. Cet hiver-là, Travis avait 16 ans et était en difficulté. Et mes parents ont décrété que la famille avait besoin de tous les bras disponibles. Les affaires tournaient au ralenti. L'argent manquait. Et la solution qu'ils ont trouvée, avec le naturel avec lequel on attrape l'outil le plus proche. C'était moi. Je devais abandonner les cours. Je devais m'occuper de l'accueil et de la comptabilité de l'entreprise, bénévolement. Pour la famille, jusqu'à ce que la situation se stabilise. C'est temporaire, disait ma mère. Ce ne fut pas temporaire. C'est tout ce qu'il y a à en dire. Je ne vais pas passer 1 heure sur cette année-là parce qu'elle ne mérite pas 1 heure. Ce qu'elle mérite, c'est une seule phrase, ils ne m'ont pas demandé de mettre ma vie sur pause. Ils l'ont dépensée, et ils ne me l'ont jamais rendue. Voici la partie qu'il m'a fallu 11 ans pour découvrir. J'avais toujours cru que j'avais moi-même renoncé à ce premier cursus, que j'avais passé l'appel. Rempli le formulaire, signé de mon propre nom mon propre échec. C'est l'histoire que mes parents racontaient. Et je ne l'avais jamais remise en question. Parce que quand vous avez 19 ans et que vous vous noyez, vous ne faites pas l'inventaire des mains qui vous maintiennent la tête sous l'eau. Vous supposez simplement que vous avez glissé. Et c'est l'histoire qu'ils ont répétée à tout le monde. Mes tantes, mes cousins, la ville entière. Sauf qu'ils ne disaient pas, elle a arrêté pour aider la famille. Ils disaient, elle n'a pas tenu le coup. Ils disaient, Anouin a raté ses études. Ma mère, lors d'un mariage, assise à une table de parents avec un petit hochement de tête attristé. On a essayé, mais cette fille n'a jamais été capable d'aller au bout de quoi que ce soit. Je l'ai découvert des années plus tard. Une cousine me l'a dit en face lors d'un enterrement, gentiment, comme si elle me rendait service. Ce n'est pas grave si les études n'étaient pas faites pour toi. J'avais 26 ans et j'ai dû aller m'asseoir dans ma voiture jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. C'était cela,
la famille dans laquelle j'étais né, celle qui a brisé mon avenir. Puis à raconter à la ville que je l'avais laissée tomber toute seule. Mais durant ce premier semestre, avant que tout ne s'effondre, une personne m'a vu. Elle s'appelait Dr Eleanor Hartley. Elle enseignait les fondements des soins infirmiers à un amphithéâtre de 200 jeunes de 18 ans. Et pour des raisons que je ne comprends toujours pas complètement, elle m'a remarqué. Elle m'arrêtait après les cours. Elle a écrit sur l'un de mes devoirs, à l'encre rouge. D'une écriture que je reconnaîtrai 11 ans plus tard à travers une arène bondée. Vous voyez les patients comme des êtres humains, cela ne s'apprend pas. Ne gâchez pas ce don. Quand j'ai abandonné, je ne lui ai pas dit pourquoi. J'avais trop honte. J'ai simplement cessé de venir. Mais elle m'a trouvé une dernière fois sur le parking. Alors que je chargeais un carton contenant mes affaires dans ma voiture, dans le froid. Ce n'est pas la fin. A-t-elle dit. Vous reviendrez. Et quand vous le ferez? Venez me trouver. Je ne l'ai pas cru. On n'y croit pas à 19 ans quand toute sa famille vous dicte ce que vous valez. Mais je n'ai jamais oublié son nom. Gardez bien ces deux éléments à l'esprit, car ils auront leur importance. Le mensonge que mes parents ont entretenu pendant 11 ans, est la seule femme qui n'y a jamais cru. Je veux que vous compreniez ce que ce second diplôme m'a réellement coûté. Parce que mon père allait se tenir sur une estrade pour le qualifier d'usurpé. Et j'ai besoin que vous connaissiez son prix de vos propres yeux. 3 ans de nuit à l'hôpital, suivi d'un cours à 8 heures du matin. Je pointais ma sortie à 7 heures, buvais un café de station-service dans le parking souterrain. Et entrais directement en cours magistral avec encore l'odeur du service sur ma tenue. J'étudiais la pharmacologie pendant mes pauses. Adossé à un placard de fourniture à 2 heures du matin. J'ai échoué à un seul examen en 3 ans, je l'ai repassé et je l'ai réussi haut la main. Je n'ai pas manqué un seul stage clinique. J'ai payé cela avec des prêts étudiants à mon propre nom et chaque garde supplémentaire que je pouvais décrocher. Personne ne s'est porté garant. Personne ne m'a aidé. Quand ma voiture est tombée en panne au cours de la 2e année. J'ai pris le bus pendant 4 mois, 90 minutes à l'aller, 90 minutes au retour. Lisant mes manuels pendant tout le trajet. Il existe une fatigue bien particulière qui s'installe derrière vos yeux quand vous travaillez de nuit et étudiez de jour. Elle ne disparaît pas quand vous dormez. Elle devient ce que vous êtes. J'ai fait cela pendant 3 ans pour un morceau de papier, mais pas vraiment pour le papier. Je l'ai fait parce qu'à 19 ans. Il m'avait convaincu que j'étais le genre de personne incapable de mener les choses à terme. Et j'avais besoin, comme on a besoin d'air, de brandir la preuve qu'ils avaient tort. Pas pour eux. Je n'avais plus besoin de rien venant d'eux. J'en avais besoin pour la jeune fille de 19 ans sur le parking avec son carton. C'est là que réside la blessure, si vous voulez lui donner un nom. J'étais l'enfant que ma famille avait décidé d'effacer. La mal-aimée, la remplaçante. Et j'ai bâti une seconde vie tout entière sur le besoin de prouver que j'avais mérité ma place sur cette terre, alors qu'un enfant ne devrait jamais avoir à mériter cela. Alors, quand la directrice du programme m'a proposé de prononcer le discours des étudiants, j'ai dit oui pour cette jeune fille. Et puis, que Dieu me pardonne, j'ai envoyé une invitation à mes parents. 2 places réservées, section C, rang 3. Parce qu'il y a une part en chaque bouc émissaire qui ne meurt jamais complètement. La part qui se dit. Peut-être que cette fois-ci. Peut-être que s'il me voit en toge et toque devant 2000 personnes, ce sera l'élément qui les rendra enfin fiers. Nora m'a dit de ne pas les inviter. Elle me l'a dit sans détour autour d'un verre de vin la semaine où je l'ai posté. Ils trouveront un moyen de tout gâcher. Ils font toujours ça. Je lui ai répondu qu'elle ne comprenait pas. Elle a rétorqué, non. C'est toi qui ne comprends pas. Tu continues à tendre le couteau aux gens qui te poignardent. Appelant ça de l'espoir. J'ai envoyé l'invitation quand même. Mon retour aux études comportait toutefois une note de grâce. Et je tiens à vous la raconter avant la tempête.
car c'est la raison même pour laquelle la tempête n'a pas gagné. Lors de ma première semaine d'orientation, on nous a fait visiter le bâtiment des soins infirmiers et présenter le corps professoral. Et là, devant la salle, les cheveux gris désormais, des lunettes de lecture au bout d'une chaîne, se tenait la docteure Eleanor Hartley. Elle avait rejoint l'université d'État de Halstead des années auparavant. Elle était désormais la doyenne de la faculté des sciences infirmières. Je suis resté pétrifié sur le pas de la porte, à 28 ans, incapable de faire bouger mes pieds. Elle a balayé la pièce du regard comme le font les doyens, distraitement. Et soudain ses yeux se sont arrêtés sur moi. Elle a penché la tête, et j'ai vu la reconnaissance s'opérer en elle. J'ai vu 11 années se résumer sur son visage. Elle n'a pas dit un mot devant le groupe. Elle est simplement venue me trouver après coup dans le couloir et m'a regardé un long moment. « Vous êtes revenu » a-t-elle dit. « Je suis revenu » ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois. Comme si une dette venait d'être réglée. Alors ? Ne gaspillons pas cette chance cette fois-ci. Elle est devenue mon point d'ancrage. Pas indulgente. Hartley n'était jamais indulgente. Elle me rendait des plans de soins couverts de rouge en me disant que ce n'était pas suffisant. Que les patients méritaient mieux que mon deuxième jet. Mais elle croyait en moi à voix haute. D'une manière que personne dans ma famille n'avait jamais eue. Et voir quelqu'un croire en vous à haute voix, de façon à ce que vous puissiez l'entendre, est une forme de remède. J'ai besoin que vous ressentiez l'une de ces nuits pour que le mot « mériter » prenne tout son poids. Lorsque mon père tentera de me l'enlever. Il y a eu un mardi lors de ma deuxième année. J'avais travaillé toute la nuit dans le service et, à 4 heures du matin, un patient de porte plus loin a fait un arrêt cardiaque. J'étais aide-soignante à l'époque, pas encore infirmière. Mais on ne reste pas immobile pendant un arrêt. On apporte la planche, on apporte le chariot. On fait les compressions thoraciques quand les bras des infirmières flanchent. Nous avons maintenu la réanimation pendant 31 minutes. Nous l'avons ramené. Je tremblais encore quand le soleil s'est levé. J'avais un examen de pharmacologie à 8 heures. J'ai pointé ma sortie à 7h15. Je me suis assise dans ma voiture en panne dans le parking souterrain, c'était la période où la voiture ne démarrait qu'une fois sur deux. J'ai mangé une barre de céréales et relu mes tableaux d'interaction médicamenteuse une dernière fois avec des mains qui se souvenaient encore de la résistance d'un sternum. Puis je suis allé passer l'examen. J'ai eu 88%. Je n'ai parlé de l'arrêt cardiaque à personne. Ni au professeur, ni à mes camarades. Ce n'était pas une excuse. C'était juste un mardi ordinaire. C'est cela que je veux que vous reteniez. Pour moi, c'était un simple mardi. Le cœur d'un homme s'était arrêté et j'avais aidé à le relancer. Et ensuite, j'étais allé réussir un examen avec 4 minutes de sommeil. Et pour mon père, rien de tout cela ne comptait comme du travail parce que je ne rentrais pas avec de la graisse sous les ongles. Nous sommes nombreux, je l'ai compris depuis. Des gens dont les heures les plus dures ne comptent pas aux yeux de ceux qui devraient en être les plus fiers. J'ai cessé d'attendre que mon père comprenne ce mardi-là. J'ai simplement continué à me présenter au suivant, et à celui d'après. Un jour, vers la fin, j'ai raconté à Hartley l'épisode du parking, le carton. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a retiré ses lunettes et a dit une chose que j'ai gardée précieusement depuis. Certaines personnes passent leur vie à essayer de mériter un amour qui n'a jamais été à vendre. L'astuce est de comprendre que le marché était truqué dès le départ. Cela n'a jamais été une question de valeur personnelle. C'était leur propre peur. Je ne l'avais pas compris alors. Je le comprends maintenant. Mes stages cliniques étaient l'endroit où le « tu ne mérites pas ça » commençait à sembler absurde. Même pour moi. Laissez-moi vous raconter une garde, car elle résume toutes les autres. Service de médecine-chirurgie, 2e année.
Ma tutrice de stage était une infirmière responsable nommée Vivien Bennett. 20 ans de service, aucune patience pour les excuses. Le genre d'infirmière qui effraie les étudiants et sauve des vies. Elle me surveillait comme un aigle. Je voulais tellement l'impressionner que mes mains tremblaient la première semaine. Il y avait une patiente, une institutrice à la retraite, en post-opératoire. Et quelque chose me semblait clocher. Les constantes étaient techniquement bonnes, les chiffres sur l'écran tous dans les normes. Mais elle était devenue silencieuse d'une manière qui a déclenché une alerte en moi. Fruit de 7 ans de travail d'aide-soignante. 7 ans à apprendre à quoi ressemble un corps juste avant qu'il ne bascule. J'ai signalé l'anomalie. Vivien a haussé un sourcil, le moniteur indique qu'elle va bien. Le moniteur? Ce n'est pas elle? Ai-je répondu. Nous avons revérifié. En moins de 20 minutes, la patiente s'est effondrée. Une hémorragie interne que les chiffres n'avaient pas encore détectée. Nous l'avons décelée à temps. Elle a survécu. Après cela, Vivien m'a regardé différemment. Elle a demandé, qui t'a appris à analyser une situation clinique comme ça? Personne, ai-je pensé. Je l'avais appris toute seule à 3 heures du matin en faisant le travail que personne ne jugeait. Valable. 7 ans de bassin. Ai-je dit tout haut. Elle a presque souri, ne laisse personne te dire que ces années n'ont pas compté. Personne ne m'avait fait don de cet instinct. Je l'avais gagné, un patient retourné après l'autre, dans un travail que mon père traitait de néant. Ce stage m'a également rapporté quelque chose de très concret. Et je veux que vous le gardiez à l'esprit, car c'est ce que mes parents allaient mettre en péril. Le Halsted Memorial proposait un programme de résidence infirmière très sélectif. 12 places par an, les meilleurs services, des mentors, le véritable tremplin d'une carrière. Lors de ma dernière année, ils m'en ont offert une. Vivien avait proposé mon nom. L'offre était assortie d'une condition imprimée noir sur blanc sur la lettre. Sous réserve de l'obtention du diplôme en règle sur le plan académique. En règle sur le plan académique. 2 semaines avant la remise des diplômes, cette phrase allait devenir une arme chargée. Mais cet après-midi-là, cela ressemblait simplement à une porte qui s'ouvrait enfin. J'ai lu la lettre dans le parking souterrain, dans la même voiture poussive. J'ai posé mon front sur le volant et je me suis accordé 30 secondes. Puis je suis allé prendre mon service. Il y a eu un autre patient, plus tard cette année-là, auquel je pense encore. Un homme dans la quarantaine, non assuré. Admis pour un problème de santé qu'il avait laissé traîner trop longtemps faute de moyens. En colère contre la terre entière. Refusant de parler. Le genre de patient qu'on étiquette comme « difficile », pour ne pas avoir à s'asseoir avec lui. Je me suis assise avec lui, non pas par sainteté, mais parce que je reconnaissais sa posture. Sa défensive. L'armure qu'une personne se forge quand la vie lui a appris qu'avoir besoin d'aide est puni. Je connaissais cette armure de l'intérieur. Je n'ai pas réglé tous ses problèmes. Je l'ai convaincu de prendre son traitement. Je l'ai convaincu de manger. Le jour de sa sortie, il m'a dit d'un ton bourru, sans me regarder. Vous ne m'avez pas traité comme si j'étais un problème. Et puis, plus bas, personne ne fait ça d'habitude. J'ai pensé à toute ma famille à cet instant, au fait d'avoir été traité comme un fardeau à gérer. Et j'ai compris que tout ce dont ils avaient essayé de me faire avoir honte, la douceur, l'excès d'émotion, le besoin des autres était précisément ce qui me rendait doué pour ce métier. Ils m'avaient infligé une blessure, et j'en avais fait la seule compétence qui ne s'enseigne pas. Vivien a validé ce stage avec une seule phrase dans mon évaluation. Hartley me l'a montré plus tard, au pire moment possible, quand j'en avais le plus besoin. Elle disait. Cette étudiante voit le patient que personne d'autre ne veut voir. Note maximale. Je l'embaucherai dans mon équipe dès demain. Je veux être honnête, toutefois, car je déteste les histoires où le protagoniste ne vacille jamais. Au milieu de ma 2e année, j'ai failli abandonner. Non pas parce que je ne pouvais pas faire le travail.
Mais parce que j'étais tellement épuisé que je n'arrivais plus à en voir le sens. J'avais enchaîné 3 nuits d'affilée. J'avais raté un examen de pharmacologie de 2 points, le seul examen que j'ai jamais raté. Et mon père avait fait une remarque lors d'une réunion de famille sur mon air exténué, disant que, ces histoires d'études, c'est plus que ce que tu peux supporter. Et une voix dans ma tête. Sa voix incrustée en moi si profondément que je ne pouvais pas toujours la distinguer de la mienne, me disait: il a raison. Arrête maintenant. Épargne-toi une chute encore plus lourde. Tu finiras toujours par revenir là où tu as commencé. J'ai rempli le formulaire de désistement. Je l'ai vraiment rempli. Je suis resté assise devant mon ordinateur portable à 4 heures du matin, le curseur suspendu. À un clic de leur donner raison une seconde fois. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à envoyer un courriel à Hartley au lieu de cliquer sur valider. Un réflexe viscéral envers la seule personne qui avait cru en moi à voix haute. J'ai simplement écrit 4 mots: je veux tout arrêter. Elle m'a appelé à 6 heures du matin. Elle n'a pas cherché à me convaincre avec un long discours. Elle m'a posé une seule question. Quelle est la voix qui vous dit d'abandonner en ce moment? Est-ce la vôtre? Ou est-ce la sienne? Je n'ai pas pu répondre. Car je savais. Quand vous saurez faire la différence, a-t-elle dit. Vous saurez quoi faire. Repassez l'examen jeudi. On se voit en stage vendredi. Et elle a raccroché. J'ai repassé l'examen jeudi. J'ai obtenu 91%. Je n'ai pas abandonné. Et j'ai appris à poser cette question. À qui appartient cette voix, chaque fois que la fatigue se transformait en sa voix dans ma tête? La plus grande partie de ma guérison, si je suis honnête, a simplement consisté à apprendre à distinguer ma propre voix de celle qu'ils avaient installée en moi. Vivien est devenu la deuxième personne dans mon camp, avec Hartley. Ma famille de cœur ne cessait de grandir tandis que ma famille de sang ne cessait de rétrécir. Et j'étais trop occupé pour remarquer cette symétrie. Nora en était le centre. Son appartement était 2 étages sous le mien. Et lors des rares soirs où nous étions toutes les deux de repos, elle frappait à ma porte avec une bouteille de vin bon marché et sa fille Poppy, 6 ans. Convaincue que j'étais une super-héroïne parce que j'avais un jour posé un pansement sur son genou. Comme une vraie infirmière. Poppy me faisait répéter mes exposés. Elle s'asseyait sur le canapé avec une brique de jus de fruits et un air très sérieux pendant que je récitais des fiches de pharmacologie à haute voix. Et elle applaudissait à la fin, peu importe ce que je disais. J'ai reçu plus d'applaudissements de cet enfant de 6 ans que je n'en ai jamais reçu des gens qui m'ont élevé. Un soir, Nora m'a regardé réviser après minuit au retour d'une garde, et elle m'a dit: tu sais, tu as le droit d'être fier de toi avant que quelqu'un d'autre ne t'y autorise. Je lui ai dit que je ne savais pas comment faire. Elle a répondu: oui, je sais. C'est ce qu'ils t'ont volé. Elle a rempli mon verre. Mais regarde bien, un de ces 4, une salle entière va te le faire savoir d'un coup. Et tu vas devoir apprendre très vite. J'ai ri. Je veux que vous vous souveniez que j'ai ri. Car la chaleur humaine n'était pas la seule chose qui grandissait autour de moi. Mes parents avaient commencé à rôder. Le premier signe fut discret et facile à manquer. Ma cadre de santé au Halstead Memorial, une femme pragmatique nommée Denise, m'a prise à part après un quart et m'a dit avec gêne qu'un membre de ma famille avait appelé le service. Pas pour une urgence. Juste pour prendre des nouvelles, et glisser au passage que j'avais déjà eu du mal à terminer mes études par le passé et qu'ils espéraient que l'hôpital ne m'en demandait pas trop. Je suis resté figé au poste de soins, sentant le sol se dérober. Je leur ai dit que nous ne parlions pas du personnel avec des appelants extérieurs, a dit Denise en observant mon visage. Mais en ouin. C'était un appel étrange. Tout va bien chez toi? Chez moi. J'ai failli rire devant ce mot. Ils ne prennent pas de mes nouvelles. Ai-je dit.
Ils vérifient s'ils peuvent encore m'atteindre ici. Denise n'a pas insisté. Mais elle a commencé à rediriger les appels de ma famille vers la messagerie vocale sans qu'on le lui demande, elle n'en a plus jamais reparlé, et je lui en suis infiniment reconnaissante depuis. C'est ce que personne ne vous dit sur le statut de bouc émissaire. On apprend à reconnaître les bonnes personnes à leur capacité à comprendre sans qu'on ait besoin de tout leur expliquer. C'était la première manœuvre de mes parents. Un coup de fil sur mon lieu de travail déguisé en inquiétude. Conçu pour semer une graine dans le seul endroit que j'avais bâti pour moi-même. Elle n'a pas pu terminer autrefois. C'était une répétition générale. J'ignorais simplement encore ce qu'il préparait. Puis Travis m'a envoyé un message sorti de nulle part, un mois avant la remise des diplômes. Maman dit que tu fais un discours. Ne nous fais pas honte MDR. J'ai fixé l'écran. Le MDR était ce qui me frappait le plus. Comme si ma vie entière était une blague dont il me faisait la confidence. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes effacées. Finalement, j'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé travailler. Mais pour être honnête avec vous, au fond de moi, une pensée froide commençait à germer. Ils savent que je suis l'oratrice. Ils savent que j'ai fini première. Et dans ma famille, mon succès n'avait jamais, au grand jamais, été accueilli comme une bonne nouvelle. Ce que je ne comprenais pas encore, ce que j'étais trop habitué à être seul pour voir. C'est combien de personnes s'étaient discrètement rangées derrière moi. Ma promotion comptait 31 étudiants. La plupart étaient plus jeunes que moi, 22 ou 23 ans. Terrifiés par la pharmacologie et les calculs de doses comme je l'avais été à 19 ans. Et quelque part au cours de la première année, sans l'avoir prémédité. J'étais devenu celle vers qui ils se tournaient. J'animais un groupe d'études à 5h30 du matin à la cafétéria de l'hôpital. Avant mes cours et après mes gardes de nuit, parce que c'était le seul créneau dont je disposais. Je m'asseyais là avec un café géant et un feutre effaçable. Et j'expliquais les calculs de dosage jusqu'à ce que le déclic se produise. Je n'ai jamais fait payer qui que ce soit. L'idée ne m'a même jamais effleuré. Quand on grandit en étant la bonne à tout faire. Aider est simplement la forme naturelle que prennent vos mains. Il y avait un jeune homme nommé Dave qui était sur le point de décrocher dès le premier semestre. Brillant, mais submergé, cumulant 2 emplois, premier de sa famille à faire des études comme moi. J'ai passé beaucoup de ces matins de 5h30 avec Dave. Il a validé. Il a continué à réussir. Il m'a dit un jour, gêné, c'est grâce à toi si je suis encore là. Je lui ai dit de renvoyer l'ascenseur un jour. De se taire et de faire ses exercices. Je ne pensais pas bâtir quoi que ce soit. Je pensais juste m'en sortir, tout comme eux. J'ignorais que je rassemblais, une aube après l'autre à la cafétéria. Les personnes exactes qui se lèveraient d'une marée de toges noires quand j'aurais besoin que la vérité soit proclamée à haute voix. C'est cela que mon père n'a jamais compris du monde. Il pensait que les témoins étaient une chose que l'on contrôle. Il pensait que les seules personnes racontant l'histoire de ma vie étaient celles à l'intérieur de notre maison. Il n'avait aucune idée que j'avais passé 3 ans entouré de gens qui m'avaient vu de leurs propres yeux. Vers la même époque, nous avons eu un dîner de famille pour l'anniversaire de ma mère. J'y suis allé parce que j'y allais toujours. Cela s'est passé comme d'habitude. Travis a monopolisé la conversation à propos d'un gros contrat commercial. Mon père hochait la tête, fier et épanoui. Et lorsque la conversation a dévié sur moi, sur mes études, sur le fait que je serais diplômé dans quelques semaines, la température a chuté de 10 degrés. Ça doit être agréable, a dit mon père sans me regarder. D'avoir ces étés de libre pour s'asseoir dans une salle de classe. Je n'avais pas eu un été de libre depuis 7 ans. J'ai laissé couler. Quand est-ce que ça se termine? A-t-il demandé. Cette histoire d'école? En juillet. Ai-je répondu. Le 8.
Et après? Tu sauras quoi? Tu changeras des bassins avec un titre ronflant? Travis a ri. Ma mère a souri en regardant son assiette. Infirmière clinicienne. Ai-je dit. Je serai infirmière diplômée. Tu ne mérites pas ça, a lâché mon père par pur réflexe, en beurrant son pain. Tu as joué à l'étudiante sur le bon nom de la famille. Les gens savent de qui tu es la fille. Elle était là. La petite phrase. Dans son habitat naturel. J'ai posé ma fourchette. J'ai regardé ma mère, qui refusait de croiser mon regard, et pour la première fois de ma vie. Au lieu de me faire toute petite, je me suis entendu dire calmement. Viens à la remise des diplômes. Regarde-moi le mériter. Et redis-moi ça en face après. La table s'est tue. La mâchoire de mon père s'est contractée. Il n'était pas habitué à ce que j'ai dû répondant. Oh, nous y serons, a-t-il dit. Et quelque chose dans le ton de sa voix m'a glacé le sang. J'ignorais encore ce qu'il sous-entendait. Je veux que vous vous arrêtiez un instant sur ce « nous y serons ». Car j'y ai repensé pendant des semaines et je me suis quand même trompé sur ses intentions. Ce dîner m'a poussé à faire des recherches. Je ne l'avais pas planifié. Cela ne me laissait simplement aucun répit. La désinvolture de ce « tu ne mérites pas ça », ce réflexe mécanique. Comme si mon père avait répété mon échec depuis si longtemps qu'il s'exprimait avec plus de fluidité que la vérité. Le programme accéléré exigeait mes anciens relevés de notes de la première école, 11 ans plus tôt. Je les avais demandés lors de mon inscription sans jamais vraiment les lire. Cette semaine-là, j'ai ressorti le dossier. J'ai lu le document d'abandon pour la première fois avec mes yeux d'adulte familière des rouages. Administratif. La date ne collait pas. Dans mes souvenirs, j'étais parti en décembre, au milieu du semestre. La semaine où tout avait basculé à la maison. Mais l'abandon officiel avait été traité en février, 2 mois plus tard. Après que le semestre s'était déjà effondré de lui-même. Ce qui signifiait que pendant 2 mois, sur le papier, j'étais toujours inscrite. J'avais toujours ma place, j'aurais toujours pu revenir. Je n'avais aucun souvenir d'avoir choisi le mois de février. Je n'avais aucun souvenir d'avoir choisi quoi que ce soit. Je me rappelais ma mère disant, c'est temporaire, mon père disant, la famille d'abord. L'accueil de l'entreprise et le brouillard dans ma tête. J'ai donc appelé le bureau du registraire de l'école. Il a fallu 3 transferts d'appels et beaucoup de patience. J'ai donné mon ancien identifiant étudiant à une employée à la Voilas et lui ai demandé directement s'il y avait une note sur mon dossier d'abandon. La moindre indication sur la personne qui en était à l'origine. Longue mise en attente. Bruit de clavier. Il y a une note de contact. A-t-elle dit. En janvier de cette année-là. Un appel téléphonique d'un parent demandant la marche à suivre pour désinscrire une étudiante et demandant si une bourse partielle devrait être remboursée. Un silence. Et une deuxième note. Votre bourse de première génération a été signalée avec la mention « L'étudiante ne poursuit pas ses études selon la famille ». Raison pour laquelle elle a été réattribuée au candidat suivant sur la liste. Cela aurait rendu une réinscription très difficile sur le plan financier. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Pour la première fois mais pas la dernière. Mes parents ne m'avaient pas seulement poussé à abandonner. Ils avaient appelé l'établissement. Ils s'étaient assurés que la bourse qui m'avait permis d'entrer soit donnée à quelqu'un d'autre afin que, même si le brouillard se dissipait, même si je trouvais le courage de me battre, il n'y ait aucune issue de secours. Ils avaient fermé la porte à double tour, puis avaient raconté à toute la ville que j'en étais parti de mon plein gré. 11 ans. J'avais passé 11 ans à croire que j'étais le genre de personne qui ne savait pas finir ce qu'elle entreprenait, et tout cela avait été manigancé. Un coup de fil d'un parent.
L'arme exacte qu'il s'apprêtait, je l'apprendrai bientôt, à dégainer une seconde fois. Je veux être honnête sur ce que j'ai fait de cette découverte. Car c'est la partie la moins héroïque de l'histoire. Je ne les ai pas confrontés. Pas à ce moment-là. J'ai gardé cela en moi, le cœur au bord des lèvres pendant 2 jours. Puis j'ai fait ce que font les boucs émissaires. J'ai enfoui cela dans une boîte et je suis allé prendre mon quart de travail suivant. Parce que ressentir pleinement cette douleur m'aurait coûté une vie que je ne pouvais pas me permettre de perdre 2 fois. Je me suis dit que je réglerais cela après la remise des diplômes. Je me suis dit que le passé appartenait au passé. J'avais tort de croire que c'était du passé. Ce passé s'apprêtait à gravir les marches d'une estrade et à s'emparer d'un micro. 2 jours après l'appel au registraire, j'ai croisé ce mensonge en liberté dans le monde réel. Et j'ai compris à quel point il était enraciné. J'étais au supermarché après une garde, encore en tenue d'infirmière. En train d'acheter le triste dîner pour personne seule qu'on achète à 8 heures du matin quand votre journée correspond à la nuit des autres. Une femme a prononcé mon nom, Madame Doyle, de la paroisse de mes parents, une amie de ma mère. Elle m'a serré dans ses bras trop fort. De cette façon dont les gens vous étreignent lorsqu'ils s'apprêtent à être cruels sous couvert de gentillesse. Regarde-toi dans ton petit uniforme, a-t-elle dit. Tu sais. J'ai toujours dit à ta mère que certains enfants ne sont tout simplement pas faits pour les études. Et ce n'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour l'université. Elle m'a tapoté le bras. C'est bien que tu aies trouvé quelque chose dont tu es capable. Quelque chose dont j'étais capable. Je suis resté là, dans le rayon des céréales, un panier à la main. Une femme qui venait cette année-là de déceler une hémorragie interne passée inaperçue sur 3 moniteurs, qui était à 2 semaines de terminer première de sa promotion. Et je voyais 11 années de récits inventés par ma mère me contempler à travers les yeux bienveillants. Et convaincu d'une étrangère. Je ne l'ai pas contredite. J'aimerais vous dire que j'ai fait un grand discours dans l'allée 6. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit, merci, Madame Doyle. J'ai payé mon triste dîner et je suis allé m'asseoir dans ma voiture sur le parking. Parce que c'est à cet instant précis que j'ai pris la pleine mesure de ce qu'ils avaient échafaudé. Ce n'était pas seulement quelques remarques blessantes lors des dîners. C'était une ville entière qui connaissait une version de moi façonnée par mes parents et que je n'avais jamais eu le droit de corriger. Chaque parent, chaque voisin. Chaque paroissien se promenant avec une fausse histoire sur toute ma vie. En me plaignant au passage. On ne peut pas rectifier cela une personne à la fois. J'avais essayé pendant des années, et cela ne faisait que me faire passer pour quelqu'un d'aigri. Ce qui s'intégrait parfaitement à leur histoire. La fille incapable de réussir qui accuse tout le monde. Il n'y avait qu'un seul endroit où cela pouvait être rétabli, devant eux tous, en même temps. J'ignorais encore que mon père s'apprêtait à m'offrir précisément cette tribune. Mais assis sur ce parking, j'ai compris la forme de ce dont j'avais besoin. Même si je ne voyais pas encore comment je pourrais l'obtenir. Vers cette période, j'ai soutenu mon projet de fin d'études. Je veux que vous sachiez de quoi il s'agissait. Car c'est la chose que mes parents allaient prétendre voler. Le projet était un plan de santé communautaire pour la prise en charge du diabète chez les patients âgés n'ayant pas de moyens de transport fiables pour se rendre à leur rendez-vous. Ce n'était pas de la théorie. C'était né de mes propres patients. Ceux qui se retrouvaient réadmis dans mon service parce qu'ils avaient manqué une consultation médicale faute de pouvoir s'y rendre. J'avais vu cela se produire pendant 7 ans en tant qu'aide-soignante. J'avais bâti tout le projet à partir de là. Je me suis tenu dans une petite salle devant un jury universitaire et j'ai défendu mon travail. Pendant 1 heure. Ils m'ont posé des questions difficiles. J'ai répondu à chacune d'elles, parce que chaque mot m'appartenait. Tiré de patients que je pouvais nommer et de gardes que j'avais effectués. Quand ce fut terminé, l'un des membres du jury, un professeur que je connaissais à peine, a déclaré. C'est le projet étudiant le plus ancré dans le réel que j'ai lu depuis des années. Vous n'avez pas simplement fait des recherches là-dessus.
Vous l'avez vécu, et vous en avez fait quelque chose d'utile. J'ai obtenu la mention d'excellence. Chaque brouillon était horodaté dans le système informatique de l'université, chaque source citée, avec les signatures de mes tuteurs pour chaque heure clinique dont ils s'inspiraient. C'était la chose la plus minutieusement documentée et indiscutablement mienne que j'ai jamais produite. Rappelez-vous-en, car 2 semaines plus tard, quelqu'un allait se tenir devant 2000 personnes pour me traiter de tricheuse. Et l'impossibilité pure et insultante de ce mensonge est la raison exacte pour laquelle il leur a explosé au visage. 2 semaines avant la remise des diplômes, le sol s'est dérobé sous mes pas. Même si je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Hartley m'a convoqué dans son bureau. Pas chaleureuse, mais prudente. Elle affichait ce calme particulier de quelqu'un qui pèse soigneusement ses mots. Le bureau du doyen des étudiants a reçu une plainte. A-t-elle dit. À votre sujet. J'ai presque ri, une plainte à propos de quoi? Un signalement anonyme concernant l'intégrité académique. Votre projet de fin d'études. On suggère que certaines parties ne seraient pas de vous. J'ai cessé de rire. Mon projet portait sur la gestion du diabète chez les personnes âgées sans moyen de transport. Je l'avais conçu à partir de mes propres patients, de mes 7 années de travail. De mes trajets en bus. Chaque mot venait de moi. L'idée que quelqu'un m'accuse de plagiat était si absurde que mon cerveau refusait de l'assimiler. C'est insensé. Ai-je dit. Qui a déposé ça? C'est anonyme, a répondu Hartley. Mais en ouin. Elle a retiré ses lunettes. Ces signalements doivent faire l'objet d'une enquête. C'est le règlement. Même pour les accusations sans fondement. Et le calendrier. Elle s'est interrompue. Le calendrier. Quoi? Le calendrier est calculé. A-t-elle dit. Quelqu'un veut que cette épée de Damoclès plane au-dessus de votre tête pour la remise des diplômes. Quelqu'un qui sait à quel point cela compte pour vous. Je suis resté parfaitement immobile. Et un nom auquel je refusais de penser a émergé dans le silence. Je me suis dit que non. Je me suis dit qu'aucun parent, aussi insensible soit-il, n'essaierait de saboter le diplôme de son propre enfant pour un simple discours. Je me suis dit que je sombrais dans la paranoïa. Que 11 ans passés dans le rôle du bouc émissaire m'avaient rendu méfiante au point de voir des ennemis dans chaque ombre. Faites une pause ici si vous le voulez bien, et dites-moi ce que vous en pensez. Qui a déposé cette plainte et pourquoi maintenant? Écrivez votre hypothèse dans les commentaires avant que je ne vous le révèle. La plupart des gens, je pense, auront vu juste. Moi, je refusais simplement d'y croire. J'ai commencé à poser des questions discrètement. Comme on apprend à le faire en travaillant de nuit dans un milieu très hiérarchisé. Je connaissais un étudiant employé au bureau du doyen des étudiants. Un jeune que j'avais aidé en tutorat de pharmacologie. Je ne lui ai pas demandé d'enfreindre les règles. Je lui ai simplement demandé, autour d'un café, comment les plaintes anonymes arrivaient d'ordinaire. Il s'est agité sur sa chaise, d'habitude, c'est un formulaire en ligne. Il a hésité. La vôtre n'est pas arrivée par le formulaire. Comment est-elle arrivée? Par un appel téléphonique, puis une relance de quelqu'un disant qu'il était. Il s'est arrêté. Je ne devrais vraiment pas en parler. Je t'en prie. De la famille. A-t-il dit. Les notes indiquent que la personne s'est présentée comme un membre de la famille. Inquiet. Disant qu'il savait depuis des années que vous n'étiez pas vraiment capable de fournir ce niveau de travail. Savait depuis des années que vous n'étiez pas vraiment capable. Je connaissais cette phrase par cœur. J'en avais entendu des variantes toute ma vie. Ce n'était pas un inconnu. C'était une formulation familière, la voix de ma mère polie pour une administration.
J'aimerais vous dire que j'ai été sous le choc. Je ne l'ai pas été. C'est cela qui m'a vidé de l'intérieur. Sous l'incrédulité, une part beaucoup plus ancienne de moi s'est contentée de hocher la tête, lasse. En se disant, bien sûr, évidemment qu'ils l'ont fait. Quand j'avais cessé d'être utile comme main-d'œuvre gratuite. J'étais devenu utile comme mise en garde vivante. Et maintenant que je menaçais de devenir la preuve vivante qu'ils avaient eu tort, il fallait m'arrêter. Ils ne voulaient pas mon échec par haine pure. C'était pire que cela, et plus humain, ils avaient besoin que j'échoue. Parce que si j'étais capable de bâtir toute une vie sur les décombres qu'ils avaient créés, alors ces décombres étaient le fruit d'un choix délibéré. Alors ce qu'ils m'avaient fait subir à 19 ans n'était pas une nécessité de survie. C'était de la cruauté. Et un homme comme mon père ne peut pas se permettre d'admettre une telle vérité sur lui-même. Il préférait donc que je ne finisse jamais mes études. Même aujourd'hui, même ainsi. Je les ai appelés. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas crié. Tout en moi en avait envie. Je me suis tenu dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais contemplé ces 2 billets. Et j'ai composé le numéro. Et quand mon père a décroché, j'ai gardé une voix aussi plate et droite qu'un plancher. Quelqu'un a appelé l'université. Ai-je dit. Pour leur raconter que j'avais triché sur mon projet de fin d'études. En disant faire partie de la famille. Silence sur la ligne. Pas un silence de confusion, un silence de quelqu'un pris sur le fait. On apprend à faire la différence. Je ne vois pas de quoi tu parles. A-t-il répondu. Je pense que tu le sais très bien. J'ai entendu ma mère en arrière-plan, c'est qui? C'est elle? Et puis mon père a prononcé ces mots que j'entendrai dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours. Il n'a pas nié. Il ne s'est pas excusé. Il a dit d'un ton raisonnable et posé, comme un homme qui commente la météo. Si tu as vraiment mérité ton diplôme, en ouin. Quelques questions ne te feront aucun mal. Les innocents ne sont pas nerveux. J'ai fermé les yeux. Vous avez essayé de me le voler à 19 ans. Ai-je dit. Et vous recommencez. Personne ne t'a rien volé. A-t-il rétorqué. Tu as abandonné. Tu as toujours abandonné. On s'assure juste qu'ils savent qui ils font monter sur cette estrade. La voix de ma mère s'est rapprochée, tranchante. On protège cette université d'une humiliation. C'est ce que fait une vraie famille. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a fait plus peur que si elles avaient tremblé. Car j'ai enfin compris qu'ils ne s'arrêteraient jamais. Ni par amour, ni par honte, jamais. La seule personne qui allait protéger la jeune fille du parking, c'était moi. J'ai quand même pris la voiture pour aller jusqu'à leur maison. Une dernière fois. Je veux vous dire pourquoi, car cela compte pour ce qui a suivi. Je n'y suis pas allé pour supplier. J'y suis allé pour leur laisser une porte de sortie. Je suis infirmière, même encore étudiante. Toute ma formation consiste à offrir aux gens la possibilité de choisir l'option la plus saine. Même à ceux qui s'y refusent. Je me suis dit, si j'y vais, si je leur dis en face. Peut-être que l'un d'eux reculera avant le gouffre. Ma mère a ouvert. Mon père était assis dans son fauteuil derrière elle, la télévision allumée, sans se retourner. Retirez le signalement, ai-je dit sans préambule. C'est un mensonge, et vous le savez tous les deux. Retirez-le et ne venez pas demain. Et nous n'aurons plus jamais à nous parler de tout cela. C'est tout ce que je demande. Le visage de ma mère a eu une expression complexe. Pendant une seule seconde, j'ai vu quelque chose transparaître en dessous. Quelque chose de lasse et de presque désolé. Elle a jeté un regard en arrière vers mon père, puis vers moi, et elle a murmuré. Si bas qu'il pourrait ne pas l'entendre, tu as toujours été tellement exigeante. Même bébé. Tu demandais tellement. Et pendant cette unique seconde,
j'ai cru qu'elle allait se montrer humaine avec moi. J'ai presque fait un pas vers elle. C'est cela, quand on est affamé, on se penche vers la moindre lueur de chaleur. Même en sachant que le poêle est éteint. Puis mon père a lancé depuis son fauteuil, sans se retourner, elle est venue nous menacer. Maintenant? Et le visage de ma mère s'est refermé comme une porte blindée. L'expression de lassitude et de regret s'est évaporée, elle s'est redressée et a repris une toute autre voix. La voix pour les gens de la ville. La voix des tables de mariage, nous ne retirons rien du tout. Si tu es innocente. Tu n'as rien à craindre. Une vraie famille prend soin des gens. Nous veillons sur cette université. Cette université? Ai-je répliqué. Vous voulez dire sur vous-même? Vous veillez sur un monde où je reste la ratée que vous avez inventée de toutes pièces. Parce que si je ne le suis pas, alors ce que vous m'avez fait n'était que de la pure méchanceté. Et vous êtes incapable de vivre avec cette idée. Un instant, mon père a tourné la tête, juste la tête. Il m'a regardé comme on regarde un étranger qui vient de révéler votre plus grand secret à haute voix. Puis il a reporté son regard sur l'écran, tu n'as pas mérité ce diplôme. A-t-il dit à la télévision. Et demain, tout le monde saura pourquoi. Je suis resté debout sur le perron de la maison où j'avais grandi. Et j'ai senti la dernière amarre se briser. Pas mon cœur, j'avais cessé de le laisser là depuis des années. Quelque chose de plus froid et de plus utile. Ce qu'il restait de la fille qui s'obstinait à leur réserver des places assises. Je veux être juste envers eux, même maintenant. Pas indulgente, juste. Parce que j'ai eu le temps de comprendre, et comprendre ne signifie pas pardonner. Travis m'a confié plus tard, au cours d'un seul appel téléphonique honnête, que l'entreprise battait de l'aile depuis quelques années. Des sociétés plus importantes cassaient les prix. Mon père, à 63 ans, voyait la structure qu'il avait bâtie de rien commencer à lui glisser entre les doigts. Et voici qu'arrivait sa fille, celle qu'il avait rayée de la carte. Celle dont il avait passé sa vie à qualifier le travail de futile. Sur le point de se lever devant toute la ville avec un diplôme. Un avenir et une carrière qui survivraient à toutes les chaudières. Mon père n'est pas un monstre de conte de fées. C'est un homme orgueilleux qui a fondé toute son identité sur le fait d'être celui qui gagne les choses à la dure. Et il ne pouvait pas supporter l'existence d'un monde dans lequel la fille qu'il avait rejetée s'élevait plus haut, réussissait mieux, et par une voie qu'il refusait de respecter. Mon succès ne le mettait pas en colère par simple haine. Il le rendait désespéré parce qu'il constituait son propre acte d'accusation. Si je réussissais, alors m'avoir sacrifié à 19 ans n'était pas une dure nécessité. C'était simplement une cruauté qu'il avait déguisée en vertu pendant 30 ans. Il préférait réduire ma remise de diplôme en cendres plutôt que de laisser cette vérité éclater. Ce n'est pas une caricature. C'est un homme qui n'a pas les moyens d'affronter la vérité sur lui-même. C'est plus fréquent que le monde ne veut l'admettre. Et il n'en est pas moins dévastateur d'être l'enfant qui se trouve sur sa trajectoire. Je suis rentré chez moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé Hartley. J'ai tout raconté à Hartley le lendemain matin, pas seulement la plainte, tout. Ce que je gardais enfoui dans ma boîte depuis l'appel au registraire. Je me suis assise dans son bureau et je lui ai parlé de février. Du coup de fil d'un parent en janvier, de la bourse réattribuée, selon la famille. Et de cette porte close dont j'avais passé 11 ans à croire que je l'avais franchie moi-même. Hartley n'a pas bougé d'un millimètre pendant tout mon récit. Quand j'ai eu fini, elle m'a posé une question très calmement. Le document d'abandon de février. Quelle signature figure dessus? Je n'y avais pas pensé. Je ne sais pas. La mienne? Je suppose. Demandez-le. A-t-elle ordonné? Le formulaire signé. J'aimerais voir quelle main a réellement mis fin à votre première tentative. J'en ai fait la demande plus tard. C'est une toute autre histoire qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Alors je vous dirai simplement ceci, la signature n'était pas authentique. Laissons cela là. Hartley a regardé les éléments reçus et les a reposés sur son bureau avec une précaution qui m'a presque effrayé. Puis elle a murmuré, 11 ans. Mon Dieu. Et j'ai compris qu'elle savait désormais au plus profond d'elle-même ce qu'était ma famille. Et qu'elle n'était pas femme à l'oublier jamais. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle s'est levée. S'est approchée de la fenêtre et a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je vous ai eu comme élève quand vous aviez 19 ans. Je vous ai vu disparaître. Je me suis dit à l'époque que j'aurais dû insister davantage. Chercher à comprendre. J'ai laissé une brillante étudiante s'évanouir dans la nature en supposant qu'elle avait choisi de partir. Elle s'est retournée. J'ai passé 11 ans à regretter de ne pas m'être battu pour vous. Je ne vais pas commettre cette erreur 2 fois. L'enquête. L'enquête ne révélera rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Votre projet de fin d'études est documenté de la proposition initiale jusqu'à la soutenance. Chaque version est horodatée, chaque source citée. Avec les validations de votre tutrice pour chaque heure clinique dont il découle. J'ai déjà demandé un traitement en procédure d'urgence. Elle a presque souri. Vivien Bennett m'a appelé d'elle-même pour proposer de témoigner pour chaque heure où vous avez travaillé. 2 de vos enseignants ont fait de même. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui sont dans votre camp, n'est-ce pas? Non, je n'en avais aucune idée. C'est ce que font 11 années passées à s'entendre dire qu'on ne vaut rien. Cela vous rend incapable de voir ceux qui pensent le contraire. Voici ce que vous devez comprendre. A ajouté Hartley. Ils peuvent déposer des plaintes. Ils peuvent passer des coups de fil. Mais ils ne peuvent pas effacer la vérité de votre travail. Parce que trop de personnes intègres vous ont vu à l'œuvre. C'est la seule chose qu'ils n'avaient pas prévue. Ils s'imaginent être les seuls témoins de votre existence. J'ai aussi fait la démarche administrative ordinaire. Celle qui ne donne pas une scène spectaculaire en vidéo. Je me suis rendu en personne au bureau du doyen des étudiants et j'ai répondu à l'enquête comme il se doit. Je n'ai pas fait d'éclat. Je n'ai pas porté d'accusations invérifiables. J'ai remis mes brouillons horodatés, mon registre de citations. Les validations de ma tutrice de stage et l'évaluation du jury lors de ma soutenance. J'ai fourni les coordonnées de chaque enseignant qui m'avait vu construire ce projet. C'est là toute la différence entre eux et moi. Et je tiens à le souligner parce que c'est la morale même de ma vie. Mes parents se battaient avec des mensonges, des coups de téléphone et la honte. Des choses que l'on chuchote, des choses qu'on ne peut pas vous imputer directement. Moi, je me battais avec des documents. Des témoins et la simple vérité exposée au grand jour aux personnes compétentes. Eux agissaient dans l'ombre. Moi, j'agissais dans la lumière. Et au bout du compte, la lumière ne se contente pas de triompher. Elle dévoile ceux qui avaient besoin de l'obscurité. La femme du bureau a parcouru mes documents et son expression a changé au fur et à mesure. Quand elle a terminé, elle a dit à voix basse, « Mademoiselle Owens, entre nous ? Cette plainte est totalement dénuée de fondement. Et quelqu'un a calculé son coût pour vous nuire. Je la transmets pour l'examen le plus rapide possible. » Elle avait l'air presque en colère pour moi. On ne devrait pas permettre aux gens d'instrumentaliser ce service. Je me suis raccroché à cela. J'allais en avoir besoin plus tôt que prévu. 2 soirs avant la remise des diplômes. Il s'est produit une chose que je ne peux toujours pas raconter sans avoir la gorge serrée. Vivien est apparu sur le pas de ma porte, à l'improviste, en fin de garde. Encore en tenue d'hôpital. Derrière elle sur le palier se trouvait Nora. Dave et 2 autres camarades du groupe d'études de 5h30. Vivien brandissait un pack de bière comme s'il s'agissait d'une assignation à comparaître et a dit « On entre ». Ils se sont assis dans mon petit salon, par terre, sur la coudoir du canapé. Et Vivien a orchestré la réunion comme un débriefing de relève, voici la situation.
a-t-elle lancé. Quelqu'un essaie d'empoisonner ta remise de diplôme. Nous n'allons pas laisser faire ça. Elle les a désignés un par un, Dave, toi et les autres. Asseyez-vous au premier rang de la section des diplômés, là où elle pourra vous voir. Nora. Tu seras avec les familles. Moi. Je serai dans les rangs des enseignants. Si quoi que ce soit arrive là-haut demain. Quoi que ce soit. Vous ne restez pas assis à espérer que quelqu'un d'autre règle le problème. Vous. Vous levez. Vous m'avez bien comprise. Vous vous levez et vous dites la vérité sur ce que vous avez vu de vos propres yeux. Dave a demandé, et s'ils nous font taire? Vivien l'a regardé droit dans les yeux. 2000 personnes ne peuvent pas avoir tort en même temps à voix haute. C'est la seule chose à laquelle les brutes ne peuvent pas survivre, des témoins qui refusent de se rasseoir. Je suis resté assise dans mon propre salon à regarder des gens qui ne me devaient rien préparer ma défense. Et j'ai fait ce que je ne fais jamais, j'ai pleuré. Pas beaucoup, mais devant eux. Et personne ne m'a lancé ce regard gêné, embarrassé, que ma famille avait coutume d'avoir. Comme si mes émotions étaient une tâche à nettoyer au plus vite. Ils m'ont simplement laissé faire. Nora a tendu le bras pour me prendre la main, et Poppy, qui s'était endormie sur le canapé, a remué et m'a tapoté le genou sans se réveiller. Et j'ai compris. Avec 11 ans de retard, ce qu'une famille est réellement censée être. Tu as passé 3 ans à te croire seul. A dit Vivien plus doucement. Tu n'as jamais été seul. Tu avais juste la tête baissée depuis si longtemps que tu n'as jamais pensé à lever les yeux pour vérifier. J'ai repensé à cette phrase 1 millier de fois depuis. Je garde la tête haute désormais. Malgré tout cela, j'ai décidé de défiler et de m'exprimer. Nora m'a supplié de renoncer. Vivien aussi. Même Hartley m'a demandé avec précaution si je préférais renoncer au discours vu les circonstances. Simplement pour me préserver. Non. Ai-je répondu. C'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils veulent que je me fasse toute petite pour pouvoir pointer du doigt et dire, vous voyez bien, sa place n'était pas là-haut. Si je me retire, ils gagnent en me faisant peur. J'en ai fini d'avoir peur d'eux. J'ai écrit mon discours cette semaine-là, sur la table de la cuisine. À 2 ou 3 heures du matin après mes gardes. Je n'ai pas écrit un seul mot sur mes parents. Le discours parlait des patients, des infirmières qui m'avaient tout appris. Des trajets de 90 minutes en bus et de cette institutrice dont le moniteur n'avait pas détecté l'hémorragie. Il parlait de ce que c'est que de mériter quelque chose par la voie lente, modeste et véritable. Je l'ai lu à voix haute dans mon appartement vide. Et quand je suis arrivé à la dernière phrase, j'ai dû m'arrêter parce que ma voix s'est brisée. Et j'ai décidé de garder cette fêlure. La veille de la cérémonie officielle, il y a eu la remise des insignes. Si vous ne connaissez pas le monde infirmier, la remise de l'insigne est un moment intime et solennel, plus modeste que la grande cérémonie. Une tradition plus ancienne. Chaque diplômé s'avance et une personne de son choix lui épingle la broche d'infirmière. Ce petit symbole blanc, sur la poitrine. Traditionnellement, c'est un parent, souvent une mère, quelqu'un qui vous a vu devenir ce soignant. J'avais réservé 2 places pour cette cérémonie-là aussi. Je m'étais promis de ne pas le faire, mais je l'avais fait quand même. Ils ne sont pas venus. Évidemment qu'ils ne sont pas venus. Il n'y avait aucun public devant lequel mon père pouvait faire son spectacle. Juste une centaine de familles sur des chaises pliantes, il n'y avait donc rien à y gagner pour lui. Ma mère m'a envoyé un message 1 heure avant pour me dire qu'il me verrait, pour la vraie cérémonie demain. La vraie cérémonie. Comme si la remise de l'insigne, l'événement qui consacrait véritablement mon statut d'infirmière, n'était pas réel parce qu'il n'était pas assez public à leurs yeux. Quand on a appelé mon nom, je me suis levé sans personne pour m'épingler mon insigne. Et c'est alors que la docteure Eleanor Hartley s'est levée du rang des professeurs, devant tout le monde. S'est avancée vers moi et m'a tendu la main pour prendre la broche.
Elle n'a rien demandé. Elle m'a simplement regardé, 65 ans, 41 ans de métier, et a murmuré, « Me permettez-vous » Je ne pouvais pas parler. J'ai hoché la tête. Elle me l'a épinglé. Ses mains n'étaient pas tout à fait stables non plus. Elle s'est penchée tout près pour que je sois la seule à entendre, et m'a dit. J'attends de faire cela depuis 11 ans. Quelqu'un aurait dû le faire il y a bien longtemps. Puis elle a reculé d'un pas et a proclamé devant toute la salle. Voici la meilleure infirmière que j'ai diplômée en une décennie. Retenez bien son nom. Je portais cet insigne le lendemain matin. Je le porte en ce moment même pendant que je vous raconte cette histoire. C'est la seule chose qu'on m'ait jamais épinglée avec sincérité. Je suis rentré chez moi ce soir-là en pensant que le pire était passé. La plainte allait être classée. L'insigne était posé. Le lendemain, je défilerais, je prononcerais mon discours et ce serait terminé. Je me suis autorisé à croire, le temps d'une nuit, que j'étais enfin tiré d'affaire. Ce n'était pas le cas. Pas encore. À 23 heures ce soir-là, ma mère a envoyé un message, un très long texte. Je vous épargne l'intégralité, mais je me souviens de sa structure. Car c'était celle de toutes les manipulations qu'elle m'avait jamais servies. Cela commençait sur un ton bienveillant. Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour toi. Puis cela glissait vers la victimisation. Sais-tu à quel point cela a été difficile pour ton père? Tout le monde nous pose des questions. Sur toi. Pour aboutir, comme toujours, à l'exigence déguisée en sollicitude. Si seulement tu te levais demain pour présenter tes excuses à la famille pour ton comportement. Pour nous avoir exclus, pour avoir cru que tu valais mieux que nous. Nous pourrions tous passer à autre chose. C'est tout ce que nous demandons. Un peu d'humilité. Présenter des excuses à ma propre remise de diplôme pour le crime d'avoir construit ma propre vie. 11 ans plus tôt, ce message aurait fonctionné. J'aurais passé la nuit blanche à rédiger des excuses pour des torts inexistants. Parce que la paix avec eux était vitale comme l'air que je respirais. Cette nuit-là, je l'ai lu 2 fois et j'ai senti le vieux tiraillement, léger désormais. Comme une cicatrice qui lance avant la pluie. Puis j'ai posé la question de Hartley, à qui appartient cette voix? Pas à la mienne. Jamais. J'ai tapé 4 mots en retour, bonne nuit. Maman. Et j'ai éteint mon téléphone. Et j'ai dormi d'un sommeil plus paisible que je n'en avais connu depuis des semaines. Puis le matin de la remise des diplômes est arrivé. La toge repassée, la broche blanche. Les 2 billets réservés que j'avais quand même glissés dans mon sac. Et un appel téléphonique à 8 heures du matin qui a failli tout anéantir avant même que cela ne commence. C'était le bureau du doyen des étudiants, une femme à la voix administrative mesurée. Mademoiselle Owens. Je souhaitais vous joindre avant la cérémonie. L'enquête d'intégrité concernant votre projet est encore techniquement ouverte. Elle sera presque certainement résolue en votre faveur. Mais tant qu'elle n'est pas formellement close. Nous vous demandons de faire profil bas aujourd'hui. Nous avons suspendu l'annonce du prix d'ingé. Pour l'excellence clinique. Que vous deviez recevoir. C'est une simple mesure de précaution, vous comprendrez sans doute. Je ne comprenais pas du tout. Je suis resté debout dans ma cuisine, vêtu de ma toge, la broche dans la main. Et le sol s'est dérobé sous moi exactement de la même manière qu'à 19 ans. Ils avaient réussi. Un coup de fil et un mensonge anonyme. Étage 11 ans plus tard. Ils avaient traversé toute cette distance pour m'arracher le pupitre une fois de plus. Suspendu, précaution, profil bas. Tous ces mots polis que le monde emploie quand il a discrètement choisi de croire les gens qui crient plutôt que la personne silencieuse. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine dans ma toge de diplômé. Je n'ai pas pleuré. J'aimerais vous dire que je l'ai fait, l'histoire serait plus nette. Mais non. Je suis juste resté assise sur le lino, la broche s'enfonçant dans ma paume. En pensant d'une voix sourde et résignée.
Ils avaient raison. Je n'étais jamais destiné à terminer quoi que ce soit. Ce fut le moment le plus sombre de toute mon existence. Pire encore que le parking à 19 ans. Parce qu'à 19 ans, je croyais encore que j'aurais droit à une seconde chance. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Nora. 4 mots, relève-toi tout de suite. Je ne sais pas pourquoi cela a fonctionné. Mais je me suis relevé. J'ai épinglé la broche blanche sur ma toge avec des mains qui refusaient d'obéir tout à fait. Et j'ai pris la route vers l'arène, convaincu d'avoir déjà perdu, y allant quand même. Parce que la seule chose qu'il n'avait jamais réussi à m'enlever, c'est que je fais face. Même à ma propre défaite. Dans les coulisses où les diplômés faisaient la queue sous le bourdonnement des néons d'un couloir. Un administrateur avec un bloc-notes et un badge m'a trouvé. Jeune, gêné, simple messager. Mademoiselle Owens. Je viens juste vous confirmer. Nous avons retiré l'annonce du prix d'Ingé pour aujourd'hui. Et le doyen Foster ne vous présentera pas comme l'oratrice de la promotion tant que l'enquête n'est pas close. Vous défilerez quand même. Nous voulons simplement éviter toute complication. Vous comprenez? Des complications. J'étais devenu une complication. Bien sûr. Ai-je dit. Car que peut-on répondre d'autre? Je suis resté dans cette file d'attente, dans ma toge avec ma broche. Entouré de jeunes de 22 ans qui prenaient des selfies. Et j'ai calculé ce que le coup de téléphone de mon père allait réellement me coûter. Pas seulement le discours, pas seulement le prix. Sous réserve de l'obtention du diplôme en règle sur le plan académique. Si cette enquête restait ouverte après la cérémonie, ma place en résidence pouvait s'envoler. 3 ans d'efforts, les trajets en bus, l'arrêt cardiaque à 4 heures du matin. Cet homme qui m'avait dit que personne ne le traitait comme un être humain. Tout pouvait s'effondrer parce qu'un homme dans un costume miteux avait passé un coup de fil. Exactement comme il y a 11 ans. J'ai aperçu Dave dans la file. Il a vu mon visage et a cessé de sourire. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ai-je dit. Reste à ta place. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien dit à aucun d'eux de ce que l'administrateur venait de m'annoncer. Parce que j'avais cessé de croire que quiconque pouvait arranger les choses. Et je ne voulais pas voir leur visage prendre cette expression qu'ont les gens quand ils réalisent leur impuissance. Je voulais juste traverser cette estrade, prendre mon papier. Rentrer chez moi manger mon triste dîner dans le silence. Et commencer à réfléchir à la manière de sauver ma résidence le lendemain même du jour où ma propre famille l'avait torpillé. C'était le plan. Baisser la tête? Survivre? Comme toujours. Je ne me doutais pas que la salle entière s'apprêtait à lever la tête pour moi. L'arène pouvait contenir 2000 personnes. J'étais assise au milieu d'un océan de toges noires. Sur le parquet du terrain de basket de l'université. Les familles s'empilant jusqu'au gradin supérieur. J'ai repéré mes parents presque immédiatement. Parce que j'ai passé ma vie à les chercher du regard dans chaque pièce. Section C, pas au rang 3, mon père s'était installé au bord de l'allée près de l'avant. Là où les diplômés passeraient pour monter sur scène. Ma mère à côté de lui, son téléphone déjà dégainé. Travis n'était pas là. Évidemment qu'il n'était pas là. Il avait du travail. Nora était plus haut dans la tribune des familles et, quand j'ai croisé son regard, elle a posé sa main à plat sur sa poitrine, je suis là. Et j'ai failli perdre contenance à cet instant précis. La cérémonie a commencé. Les discours, le recteur, puis les noms, par ordre alphabétique, selon fleuve tranquille de noms. Owens arrive tôt dans l'alphabet. Je veux ralentir ici, car pour le restant de mes jours. Ce sont ces 90 secondes dont je me souviendrai dans les moindres détails. Ils ont appelé mon nom, Anwin Owens. Aucune mention du prix d'Ingé, juste mon nom tout nu, aseptisé par précaution.
Je me suis levé. J'ai marché vers les marches. Je suis monté sur la scène où le doyen Harrison Foster m'attendait avec mon diplôme et sa main déjà tendue. Je me suis avancé vers lui. 2000 personnes, et je ne pensais qu'à une seule chose. Garde le menton haut. Prends le papier. Quitte la scène. Survis à ça. J'ai pris le diplôme. Le doyen Foster a tendu la main pour me saluer, et mon père s'est levé au premier rang. Il se déplaçait vite pour un homme de 63 ans. Il a gravi les marches latérales avant même que la sécurité ne comprenne ce qui se passait. Il a traversé la scène et s'est interposé entre le doyen et moi. Il a tendu le bras, a repoussé le bras du doyen pour empêcher la poignée de main. Et s'est penché vers le micro ouvert sur le pupitre à 60 cm de là. Elle ne mérite pas ça, a-t-il lancé. Dans le micro, résonnant dans toute l'arène. Cette fille-là, elle a déjà raté ses études une fois. Et maintenant il lui donne un diplôme, tape à accent grave l'œil. Alors qu'il y a une enquête pour tricherie en cours contre elle à la minute même où je vous parle. Demandez à l'université. Elle a triché. C'est une tricheuse et une incapable. Et je suis son père, et je vous dis la vérité que cette école refuse de vous dire. L'arène est tombée dans un silence de mort. 2000 personnes. On pouvait entendre le souffle de la climatisation. Ma mère était debout dans l'allée du 3e rang, le téléphone levé, en train de filmer. Et c'est le détail que je n'oublierai jamais, elle souriait. Pas nerveuse, pas honteuse, fière, comme si elle filmait une victoire éclatante. Et voici ce que mon père ignorait, parce qu'il avait passé ma vie entière sans jamais me connaître. Il venait de prononcer la seule phrase qui causerait sa perte. Il venait de la proclamer dans un micro, devant des témoins, en public. Il combattait avec le mensonge et la honte. C'étaient ses armes. Il venait de les déployer dans la seule arène où elles sont inopérantes. Une pièce remplie de gens qui connaissaient la vérité et qui avaient désormais la permission de la proclamer. Il n'en avait pas fini pour autant. C'est le propre d'un homme qui a répété l'échec de sa fille pendant 30 ans. Il ne peut plus s'arrêter une fois lancé. Il s'est tourné vers moi, a pointé du doigt le diplôme dans mes mains et a crié dans le micro. « Donne-moi ça. Tu n'as pas le droit de te pavaner avec quelque chose que tu as obtenu par le mensonge. » Il a réellement tendu la main pour me l'arracher. J'ai reculé d'un pas. J'ai serré le diplôme contre ma poitrine, par-dessus la broche blanche. Et je n'ai pas lâché prise. Et ce spectacle, la vue d'un homme imposant dans un costume bon marché se jetant sur une jeune femme en toge de diplômé pour lui arracher son diplôme des mains, fut l'instant exact où la température du silence de l'arène a basculé. Je l'ai entendu. Un grondement sourd traversant 2000 personnes. Ce n'était plus de la stupeur. C'était quelque chose de plus dur. Le bruit que fait une foule juste avant de prendre parti. Une femme quelque part dans les gradins a crié « Laissez-la tranquille ». Un homme près du premier rang s'est levé à demi. Les agents de sécurité ont enfin atteint les marches. Mais avant que quiconque ne l'atteigne, mon père s'est repenché vers le micro pour abattre sa dernière carte. Celle qui selon lui devait m'achever. Il y a une enquête en cours en ce moment même. Demandez-leur. Pour tricherie. Ma propre fille est une tricheuse. Il disait cela comme un joueur abattant une main gagnante. Il venait d'annoncer devant 2000 témoins le crime exact qu'il avait lui-même fabriqué. Il venait de le nommer à voix haute. Et en faisant cela, il offrait à la seule personne dans cette salle capable d'anéantir ce mensonge le signal parfait. Pour intervenir. Je ne me suis pas défendu. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. J'ai regardé ces 2000 inconnus et mon doyen à mes côtés, la bouche entr'ouverte. Et j'ai fait la seule chose à laquelle 11 années m'avaient réellement entraîné. Je suis resté immobile, j'ai laissé ces paroles flotter dans l'air et j'ai attendu. Parce que 4 rangs derrière mon père, une femme était déjà debout. La docteure Eleanor Hartley, 65 ans,
doyenne de la faculté des sciences infirmières. En toge académique complète, s'est avancée dans l'allée et a marché vers la scène sans se presser. De cette façon dont on marche quand on a attendu 11 ans et qu'on ne va pas précipiter les 10 derniers mètres. Elle a monté les marches. Elle a traversé la scène jusqu'au pupitre. Mon père se tenait toujours là, respirant bruyamment, grisé par sa propre performance. Et Hartley l'a simplement contourné. A posé la main sur le micro et lui a dit quelque chose hors micro que je n'ai pas pu entendre. Quoi que ce fût, il s'est tu net. Puis elle a retiré sa main du micro et s'est adressée à la reine. Je m'appelle Dr Eleanor Hartley. Je suis la doyenne de la faculté des sciences infirmières de cette université et je suis infirmière depuis 41 ans. Sa voix emplit la salle sans jamais hausser le ton. Cet homme vient d'avancer 2 affirmations. Je vais rectifier l'une et l'autre dès maintenant. Afin que personne ne quitte cette pièce en croyant à un mensonge. Elle s'est tournée légèrement vers les diplômés, premièrement. Il n'existe aucune conclusion de malhonnêteté académique à l'encontre d'Anwen Owens. Il y a eu une plainte anonyme déposée, comme l'indiquent nos registres, par un appel téléphonique émanant d'une personne se présentant comme un membre de la famille. Une pause qui a résonné comme un verre brisé sur le sol. Cette plainte a fait l'objet d'un examen en procédure d'urgence. Il a été conclu ce matin même qu'elle était totalement infondée et le dossier a été officiellement classé. J'ai moi-même signé la clôture du dossier il y a 90 minutes. Une rumeur a parcouru l'arène. 2000 personnes expirant en même temps. C'était la première vague. Mais Hartley n'avait pas terminé, et les personnes qui me connaissaient non plus. Deuxièmement, a poursuivi Hartley, cet homme affirme que sa fille n'a pas mérité sa place ici. Elle a laissé le mot « père » flotter, non prononcé, entre eux. Et c'était encore plus cinglant que de le dire. Laissez-moi donc vous dire ce qu'elle a mérité. Et alors ? Une à une. Des personnes se sont levées. Vivien Bennett s'est levé du rang des professeurs, dans sa propre toge. Elle n'a pas attendu qu'on l'appelle. Elle s'est avancée au pied de la scène, Hartley a incliné le micro vers elle, et la voix de Vivien. Ferme, assurée, portant le poids de 20 ans de garde de nuit, a retenti dans toute la salle. Je m'appelle Vivien Bennett. Je suis infirmière responsable au Halsted Memorial. J'ai encadré cette étudiante pendant 400 heures cliniques. Lors de ma 2e semaine avec elle, elle a décelé une hémorragie interne que 3 moniteurs avaient manqué. Elle a sauvé la vie d'une femme en observant la patiente. Pas un écran. J'ai formé beaucoup d'infirmières. Je la comparerais fièrement à n'importe laquelle d'entre elles. Personne n'a fait de cadeau à cette fille. Je l'ai vue saigner pour chaque heure de travail. Elle a regardé mon père droit dans les yeux lorsqu'elle a prononcé le mot « saigner », son propre mot, toute sa philosophie de vie, qu'on lui renvoyait en pleine face. Puis un homme s'est levé dans la section des familles. Un homme âgé que je n'ai pas reconnu d'emblée, avant de comprendre. Le mari de l'institutrice à la retraite, celle dont j'avais décelé l'hémorragie. J'ignorais qu'il était là. J'ignorais que quelqu'un l'avait invité. C'était l'œuvre de Hartley. Mon épouse est en vie grâce à cette jeune femme, a-t-il dit. La voix brisée sur le mot épouse. C'est tout. C'est tout ce que j'étais venu dire. Deuxième vague, déferlant avec encore plus de force que la première. Et les gens continuaient à se lever. Nora s'est levée. 2 de mes professeurs se sont levés. Un groupe de mes propres camarades de promotion dans leur toge noire s'est levé d'un bloc vert. L'avant. Et l'un d'eux j'ai su plus tard que c'était Dave, que j'avais aidé en tutorat à crier. Sans grandiloquence, juste avec sincérité. Elle a donné des cours gratuitement à la moitié d'entre nous. C'est grâce à elle si je suis diplômé aujourd'hui. Il y avait 20 personnes debout maintenant, puis 40. Debout non pas exactement contre mon père, mais pour moi.
Une salle entière affirmant à voix haute qui elle croyait. Et ma mère continuait de filmer. C'est cela qui était frappant. Même alors que le vent tournait, elle gardait son téléphone levé, continuant d'enregistrer. Et j'ai vu l'instant précis où elle a réalisé ce que sa caméra était réellement en train de capturer. Non pas mon humiliation, mais ma réhabilitation. Et son mari, rouge de honte et diminué, au centre de l'image. Hartley s'est retourné vers le micro pour porter le coup de grâce. Et sa voix pour la première fois avait le tranchant d'une lame qu'on dégaine lentement. J'ai enseigné à cette femme il y a 11 ans. Alors qu'elle avait 19 ans et entamait son premier semestre en soins infirmiers. Elle était l'une des meilleures étudiantes que j'ai jamais eues. Et puis, un hiver, elle a disparu. Elle a abandonné. On m'a dit qu'elle n'avait pas le niveau. Hartley a posé son regard sur mes parents, et chacun de ces 2000 spectateurs a suivi ses yeux. J'ai depuis appris la vérité sur la raison pour laquelle une brillante jeune fille de 19 ans s'était volatilisée de ma classe. Et j'ai vu cette même famille tenter cette semaine même de l'effacer une seconde fois. Elle a laissé planer ses paroles. J'ai laissé faire cela une fois parce que j'ignorais la vérité. Je ne resterai pas les bras croisés dans cette salle pour le laisser arriver une seconde fois. Et c'est alors que la vague que je n'avais jamais vue venir a déferlé d'une direction que j'avais cessé de surveiller depuis des années. Ma tante Ruth s'est levée, la sœur aînée de mon père. Elle avait assisté à cet enterrement où une cousine m'avait dit que ce n'était pas grave si les études n'étaient pas mon fort. Elle avait cru à cette histoire comme tout le monde. Elle m'avait envoyé une carte à 19 ans pour me dire qu'elle était désolée que les choses n'aient pas marché. Pendant 11 ans, elle avait fait partie du public à qui mes parents avaient menti. À présent, elle était debout au milieu de la tribune des familles. Une vieille dame tenant fermement son sac à main des deux mains. Et sa voix tremblait, mais elle portait, je veux dire quelque chose. Elle a regardé mon père, son propre frère, puis la reine. Cette famille m'a répété pendant des années que cette petite avait abandonné. Qu'elle était incapable de finir quoi que ce soit. Je l'ai cru. J'ai honte d'y avoir cru. Sa voix s'est brisée avant de s'affermir. Je la regarde en ce moment même mener quelque chose à terme devant vous tous. Et je regarde mon frère essayer de l'en empêcher. Tout comme je pense maintenant qu'il l'a arrêté. La première fois. J'aurais dû poser des questions il y a 11 ans. Je les pose aujourd'hui. En ouin. Je te demande pardon. On pouvait entendre des gens pleurer. Pas seulement mes proches. Des inconnus. C'est cette vague-là qui a tout scellé. Parce que c'est une chose qu'une doyenne et une infirmière vous défendent. C'en est une autre lorsque l'un des adeptes du mensonge se lève en public pour se rétracter. Tout le pouvoir de mon père reposait sur cette fable. Et la fable se désintégrait en direct. Déconstruite par les personnes même à qui il l'avait racontée. Et tout au long de cette scène, ma mère continuait de filmer. J'ai vu s'opérer sur son visage l'instant précis où le rôle de la caméra s'est inversé. Elle avait brandi ce téléphone pour immortaliser mon humiliation. Comme un trophée à diffuser dans toute la ville. Et quelque part entre Hartley, Vivien et tante Ruth. Elle a compris qu'elle enregistrait tout le contraire. Que la vidéo dans sa main était désormais la preuve accablante de ce que sa famille avait fait. En haute définition et avec un horodatage. Elle a baissé lentement le bras comme s'il pesait une tonne, et pour la première fois de la journée. Elle ressemblait moins à une femme victorieuse qu'à une femme ayant laissé le gaz ouvert dans une maison déjà en flammes. Mon père s'était tu. Son spectacle n'avait plus nulle part où aller. Les agents de sécurité le tenaient désormais par les bras, sans violence. Et il n'opposait aucune résistance. Il regardait autour de lui cette arène de 2000 personnes debout contre lui. Et j'ai vu quelque chose en lui réaliser enfin l'ampleur de ce qu'il venait de déclencher. Puis le doyen Foster, l'homme que mon père avait bousculé et qui n'avait rien dit jusque-là, s'est avancé, a sorti quelque chose de sous sa robe et a pris la parole. Avant que votre père n'interrompe la cérémonie, a-t-il dit en s'adressant à moi. Mais dans le micro.
Je n'avais pas l'autorisation d'annoncer ceci. Cette restriction a été levée à 9h04 ce matin. Il s'est alors tourné vers l'Assemblée. C'est un privilège pour moi d'annoncer que le prix d'Ingé pour l'excellence clinique, décerné au diplômé le mieux classé de la faculté des sciences infirmières, est attribué cette année à Anwen Owens, qui se trouve être également l'oratrice choisie par ses pairs pour cette promotion. L'arène entière s'est levée d'un bond. En totalité, 2000 personnes. Pas un murmure poli, une véritable clameur. Et le doyen Foster a alors posé ce geste simple que mon père avait traversé une scène pour empêcher. Il s'est tourné vers moi et m'a tendu la main. J'ai regardé cette main. Une poignée de main. La chose la plus banale au monde. La chose que chaque diplômé avant moi avait reçue sans même y penser. La chose même que mon père s'était jeté sur l'estrade pour me refuser. J'ai calé mon diplôme sous mon bras gauche. Par-dessus la broche blanche que Hartley y avait épinglée la veille. Et j'ai glissé ma main dans celle du doyen. Il l'a serrée fermement. Dans le micro ouvert, il a dit juste assez fort, « Félicitations. Infirmière Owens. Vous avez mérité chaque parcelle de tout ceci. » Il a appuyé intentionnellement sur le mot « mérité » pour que toute la pièce l'entende. Et 2000 personnes l'ont entendu frapper à l'endroit exact où mon père avait tenté de me blesser. Cette poignée de main a duré peut-être 3 secondes. J'avais attendu 11 ans pour la vivre. J'ai senti l'arène entière contempler un geste qui n'aurait dû n'être rien et qui représentait tout. Et j'ai gardé mon sang-froid, de justesse. Parce que la jeune fille du parking était présente quelque part au milieu de ce vacarme. Et je ne voulais pas qu'elle en perde une seule miette. La sécurité avait atteint l'estrade à ce moment-là. Ils ont pris mon père délicatement par les bras. Il n'a pas lutté. Toute la superbe s'était vidée de lui, laissant place à un homme diminué et hébété. Alors qu'il le guidait vers les escaliers, il m'a regardé et m'a vraiment regardé. Peut-être pour la première fois de ma vie et j'ai vu dans ses yeux la prise de conscience qu'il était monté sur cette estrade pour me détruire. Et qu'il n'avait fait que rassembler dans une seule pièce tous les témoins dont j'aurais jamais besoin pour les faire tous se lever en mon honneur. Si vous avez déjà dû rester assis dans une pièce à laisser votre propre vérité vous défendre parce que les personnes qui auraient dû vous protéger étaient celles qui vous attaquaient, j'aimerais vous entendre. Racontez-moi une fois où vous avez tenu bon. Je vous lirai. Ils ont escorté mon père vers la sortie. Ma mère a suivi, son téléphone enfin baissé, bien que la vidéo, je l'ai appris le lendemain, lui est déjà échappé pour faire le tour du monde, infligeant à sa famille ce qu'elle avait prévu de m'infliger à moi. Je me suis tenu au pupitre. Le doyen Foster m'a rendu mon moment, me désignant littéralement le micro et les feuilles de mon discours dans ma main. L'arène s'est apaisée dans ce silence particulier de 2000 personnes qui viennent d'assister à un basculement. J'ai baissé les yeux sur mon texte, 3 pages sur les patients, les tutrices de stage et les trajets en bus. J'en pensais chaque mot, mais là, debout, la broche sur la poitrine, le prix entre les mains. Avec l'écho de la voix de mon père encore suspendue sous les toits, j'ai posé les feuilles. J'avais préparé tout un discours. Ai-je dit. Il parle des personnes qui m'ont formé. C'est toujours le cas. Mais j'ai besoin de dire une chose avant cela. J'ai cherché Hartley du regard au premier rang, où elle était retournée s'asseoir. J'ai cherché Vivien. J'ai cherché Nora dans les gradins, les mains toujours appuyées sur sa poitrine. Quand j'avais 19 ans, ai-je poursuivi. Quelqu'un m'a dit que je n'arriverais jamais au bout de quoi que ce soit. Et je l'ai cru pendant longtemps. J'ai bâti toute ma vie sur le besoin de prouver le contraire. Ma voix s'est brisée comme dans mon appartement vide. Je l'ai laissé faire. Mais je voyais les choses à l'envers. Je n'ai pas à mériter le droit d'exister. Personne ne le doit. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à décrocher un diplôme pour être digne d'être aimé. 2000 personnes, et on aurait pu entendre une épingle tomber. Ma broche blanche en particulier.
Elle a accroché la lumière quand je l'ai touchée. À ceux dans cette salle à qui l'on a dit qu'ils n'étaient pas assez bien. Par les personnes même qui étaient censées vous faire sentir que vous étiez tout. Je vous vois. Vous n'aviez pas à mériter votre sortie de là. Vous deviez juste y survivre. Et regardez, nous y sommes. J'ai prononcé le reste de mon discours. J'ai parlé des patients. De l'institutrice dont le mari se tenait au 3e rang. De cet homme en colère, non assuré, qui avait dit que personne ne le traitait comme un être humain. De cette femme que je retournais toutes les 2 heures à 3 heures du matin à l'époque où je n'étais qu'aide-soignante. J'ai parlé de Vivien, qui m'a appris à observer une pièce plutôt qu'un écran. J'ai parlé des trajets de 90 minutes en bus, un manuel ouvert sur les genoux. J'ai dit à 2000 personnes qu'être infirmière n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose qu'on devient, une garde impossible à la fois, généralement dans l'épuisement. Généralement quand personne n'applaudit. Et puis vint la dernière phrase. Celle qui avait brisé ma voix dans l'appartement vide. Mon premier professeur m'a dit il y a 11 ans que je voyais les patients comme des personnes. Que cela ne s'apprenait pas et qu'il ne fallait pas le gâcher. Il m'a fallu 11 ans pour cesser de le gâcher. À vous tous qui vous êtes entendus dire que vous étiez de trop ou pas assez. N'attendez pas aussi longtemps que moi. Les gens qui étaient incapables de voir qui vous êtes n'ont jamais été la mesure de votre valeur. Ma voix a craqué sur le mot « mesure ». Je l'ai laissé faire. Certaines choses sont plus belles quand elles sont brisées. Quand j'ai terminé, ils se sont levés à nouveau, mais à ce moment-là, je ne comptais plus qui était debout. J'avais cessé d'avoir besoin de faire le compte de leur approbation. C'était cela, la véritable remise de diplôme, pas le morceau de papier. Voici ce qui s'est passé ensuite. Parce que la vérité continue de se déployer même quand les projecteurs de la scène s'éteignent. La vidéo que ma mère avait filmée est allée là où vont ces vidéos. En 2 jours, elle avait été vue plus de fois que notre ville ne compte d'habitants. Mais elle ne montrait pas ce qu'elle avait espéré montrer. Les montages internet sont cruels et d'une redoutable précision. Elle montrait un père prenant d'assaut une estrade pour traiter sa propre fille de tricheuse. Et elle montrait une salle entière d'infirmières et d'inconnus se levant pour dire « pas elle ». Pas aujourd'hui, pas sous nos yeux. Ma mère avait documenté en haute définition l'instant exact où sa famille avait perdu toute crédibilité auprès de la ville à laquelle elle mentait depuis 11 ans. La plainte d'intégrité, formellement classée, est devenue son propre petit scandale. Déposer un faux signalement pour saboter un étudiant n'est pas anodin. L'université a envoyé un courrier à mes parents. Je n'ai pas demandé ce qu'il contenait. J'avais cessé d'avoir besoin de savoir ce qui se disait dans les pièces que j'avais quittées. Ma résidence au Halsted Memorial a débuté quelques semaines plus tard dans le même service de médecine-chirurgie où travaille Vivien. Je porte la broche blanche à chaque garde. Quand un moniteur indique qu'un patient va bien et que mon intuition me dit le contraire, j'examine le patient, pas l'écran. Hartley m'appelle toutes les quelques semaines. Elle dit qu'elle prend des nouvelles d'une ancienne étudiante. Je crois que nous savons toutes les deux que cela ressemble plutôt à une mère prenant des nouvelles de sa fille, du genre de celle qu'aucune de nous n'a eu facilement. J'ai fixé des limites avec mes parents, sans scène dramatique, par un court message. Je leur ai dit que je me construisais une vie où il n'y avait de place que pour les gens heureux d'eux. Mon existence, et que la porte restait fermée à moins que cela ne change un jour. Ma mère a répondu par un long paragraphe m'expliquant à quel point j'avais fait honte à la famille. Mon père n'a rien écrit, mais Travis m'a appelé tard un soir. J'ai failli ne pas décrocher. Vieille habitude, mais je l'ai fait. Il ne s'est pas excusé, pas vraiment, il est leur fils après tout, et cela pèse lourd. Mais il a dit une chose, à voix basse, comme si cela lui coûtait. Je ne savais pas qu'ils avaient appelé l'université. Ce n'était pas bien. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était la première parole honnête que quiconque dans cette maison m'ait adressée en 11 ans. Je lui ai dit que la porte ne lui était pas fermée à clé, à lui. Seulement à ce qu'ils avaient érigé.
Cela n'est pas allé plus loin. Peut-être que cela n'ira jamais plus loin. Je garde les 2 billets réservés de la cérémonie, section C, rang 3, sièges 9 et 10, inutilisés. Je ne les garde plus par chagrin. Je les garde pour me souvenir de la dernière fois où j'ai tendu le couteau en espérant. Je ne fais plus cela aujourd'hui. L'espoir n'est pas un couteau comptant à ceux qui vous blessent. L'espoir est ce que l'on bâtit pour soi-même au fil des gardes de nuit et des trajets en bus. Un patient retourné à la fois. Jusqu'au jour où une salle entière se lève et où l'on croit enfin ce qu'une femme bienveillante vous a dit sur un parking 11 ans plus tôt. Vous reviendrez. Et quand vous le ferez, venez me trouver. Je suis revenu. J'ai mérité chaque seconde de tout cela. Et personne, ni sur une scène, ni dans un micro, plus jamais, n'aura le droit de me dire le contraire.